Bienvenue au Sommet de l'élevage 2024, 33e édition. Sommet de l'élevage sous le signe de la durabilité. Alors la durabilité, c'est une thématique transversale qui concerne bien sûr le secteur agricole, mais je voudrais dire l'ensemble de nos activités. Je crois vraiment que la durabilité est plutôt un spectre avec lequel construire notre économie. Et je pense à une citation de Gilles Boeuf, le bien connu naturaliste, qui disait que l'avenir sera durablement fondé ou ne sera pas. Nous allons donc vraiment parler de cette notion de durabilité ici, dans cette émission Horizon Vert. La durabilité qui n'est pas non plus une définition fixe, c'est une définition qui est constamment en mouvement, car nous améliorons sans cesse notre compréhension du vivant et des écosystèmes. Et cette amélioration nous guide vers l'amélioration de nos pratiques agricoles, mais aussi vers l'amélioration de la transmission vers les futures générations afin qu'ils embrassent le métier. Nous allons recevoir ici même deux passionnés, deux grands témoins qui vont nous faire part de leur expérience personnelle et collective d'une agriculture en transition, d'une agriculture beaucoup plus durable et surtout qui vont nous transmettre l'amour de cette profession. Bonjour messieurs, bonjour. 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 Bonjour Claude Font, vous êtes éleveur en bovins laitiers et ovins viande en Haute-Loire, du côté d'Ozon. Vous êtes secrétaire général également de la Fédé nationale ovine, ainsi que le président du programme Innovin. Et enfin, Bruno Gourdon, vous êtes éleveur laitier dans le Massif central, dans le Puy-de-Dôme plus exactement, et vous êtes le président de l'association Éleveurs Autrement. Nous allons maintenant débattre. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis vraiment très contente de vous avoir tous les deux ici. On voit que vous êtes heureux, ça se voit rien qu'en vous regardant, à votre sourire respectif. En revanche, Bruno, ça n'a pas toujours été le cas. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Oui, effectivement, un parcours un petit peu compliqué. Issu du milieu agricole, mes parents étaient agriculteurs. J'ai suivi le cursus scolaire agricole habituel, BEPA, BTA, BTS, etc. Et ensuite, j'ai fait un petit parcours à la banque pendant quelques années. Et ensuite, je me suis installé avec tout ce que j'avais appris à l'école. Donc, une agriculture intensive avec de la production laitière, avec des vaches qui produisaient énormément. Jusqu'au jour où je suis rentré dans le mur en 2009, suite à la crise du lait, où là, ça a été énormément compliqué parce que la ferme ne dégageait plus le revenu pour l'agriculteur. Elle dégageait de quoi subvenir aux besoins de la ferme, mais il n'y avait plus de revenus. Et là, j'avais perdu le sens de mon métier, puisque je ne savais plus pourquoi je travaillais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un électrochoc, et j'ai souvent coutume de dire, rajouter une petite crise de la quarantaine qui va bien, et de là, il a fallu reprendre le bâton de pèlerin, revoir ses pratiques en totalité, reprendre surtout la main sur la ferme, parce que c'est quelque chose que j'avais perdu totalement. Et donc, je suis parti me faire des formations. Alors, à l'époque, on parlait de formation alternative. Mais en fait, il n'existait pas grand-chose en agriculture. Il existait tout un tas de méthodes, mais qui n'étaient pas forcément en lien les unes aux autres. Et c'est ce travail que j'ai fait. Alors, un travail sur soi, mais aussi après un travail sur les animaux et les végétaux sur la ferme. Et qui vous a transmis une autre façon de voir ce métier ? Il y a des personnes en chair et en os qui vraiment vous ont donné un déclic ? Oui, énormément de personnes. Alors, il y avait des personnes connues qu'on voyait à la télé qui arrivaient à faire des choses très bien sur leur ferme. Mais donc ça donne l'envie. On se dit, ça, c'est possible. Donc, il faut aller chercher, imaginer un petit peu aussi tous ces parcours-là. Mais c'est surtout des rencontres qui se sont faites au fil du temps, où en partant faire des formations sur d'autres départements, on rencontre d'autres agriculteurs, on rencontre d'autres personnes. Moi, j'avais connu sur une expérience personnelle où on faisait appel à ce qu'on appelait des rebouteux quand on avait un problème sur un animal dans la ferme. Les vétérinaires n'étaient pas forcément quelque chose de très commun dans l'ancien temps, mais il y avait toujours un rebouteux dans le village ou dans la commune. Et moi, j'ai eu la possibilité de rencontrer quelqu'un qui a commencé à m'initier à ces méthodes de rebouteux. Alors aujourd'hui, on va parler d'ostéopathie. À l'époque, on parlait de reboutage. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait plein de choses qui étaient faisables. Donc, je me suis formé à tout un tas de choses qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Jusqu'au jour où vous avez eu envie, vous aussi, de transmettre
Oui. de transmettre tout ce que vous aviez appris à travers la création d'une association. Tout à fait, ouais. Quand j'ai fait tout ce parcours de formation en extérieur, qui n'est pas forcément de lien avec l'agriculture, j'ai rencontré d'autres éleveurs, d'autres agriculteurs qui étaient dans la même problématique que moi, et on s'est liés d'amitié. Et donc ça nous a permis de travailler ensemble, d'échanger, d'améliorer les techniques, parce que ce n'était pas forcément conçu pour l'élevage ou pour l'agriculture qu'on pratiquait. Donc il fallait que nous, on l'adapte par notre moyen. Et le fait de travailler en collectif comme ça, on s'est dit, mais ce qu'on détient là, c'est tellement précieux, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas le garder pour nous. Et c'est de là qu'on a créé l'association Éleveurs Autrement, qui aujourd'hui forme les éleveurs à toutes ces pratiques-là, mais qui sont uniquement adaptées à l'élevage. Alors l'élevage, animaux, végétaux. Mais on va parler par exemple d'homéopathie. L'homéopathie aujourd'hui, quand on utilise l'homéopathie, c'est de l'homéopathie humaine. Et ben nous, on l'a adapté aux animaux. On va faire la même chose avec le calendrier lunaire. Quand on parle de calendrier lunaire, moi j'ai fait de la formation sur de la biodynamie. La biodynamie dans les systèmes d'élevage qu'on connaît aujourd'hui, c'est impraticable, c'est infaisable. Donc les gens baissent les bras. Donc nous, on l'a adapté pour que ce soit possible pour les éleveurs de se rapprocher de tout ça en tout cas. Claude Font, vous n'êtes pas issu du milieu agricole, vous l'avez épousé en quelque sorte. Ah, je suis dans... Vous Oui, avez par épousé amour. le métier. J'ai épousé le métier, oui. Alors, je ne suis pas d'origine agricole, loin de là, hein, mais ma famille n'est pas issue du monde agricole. J'ai toujours aimé ce métier, cette activité. Donc, j'ai fait des études agricoles, un peu le même parcours, BTA à l'époque, hein, BTS, etc. Et puis après, je suis parti travailler à l'extérieur dans ce métier et je suis revenu sur la ferme familiale d'origine de ma femme. Et puis aujourd'hui, c'est un GAEC ovin-viande, bovin-laitier, à 3 associés, avec des plus et des moins. Hein. Moi, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les systèmes, il faut au contraire qu'ils soient complémentaires. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur toutes les études ou toutes les pratiques qui sont trouvées par quelqu'un. Ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. C'est la force du collectif. Ça, c'est quelque chose qu'on peut partager. Et justement, à ce titre, comment ça fonctionne chez vous? Vous avez érigé quelques règles d'or, me semble-t-il. Oui, la meilleure chose, je le répète souvent, la meilleure chose qu'on ait fait à la création du GAEC, un groupement d'exploitation en commun, c'est de faire un bilan travail avec un partage des responsabilités, un partage du travail. Voilà, c'est-à-dire que chacun a sa place, a toute sa place. Alors chacun doit prendre sa place aussi en termes d'initiative, etc. Donc ça allait bien puisque même si c'est une exploitation de type familial, à l'origine il y avait mon beau-frère qui s'occupait du matériel et des cultures, ma femme des vaches laitières et moi des ovins viande. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, bien sûr, ça demande quelques règles, hein, règles sociales en fait, hein, il faut s'entendre. Mais quand tout le monde a une vraie place au sein d'une entreprise, puisque c'est une entreprise, ça fonctionne malgré des difficultés de tous les jours qu'on peut rencontrer. Mais tout bêtement, ça vous permet d'avoir du temps de famille, ça vous permet de manger ensemble, ça vous permet de partir en vacances. Ça, c'est très important en fait pour l'équilibre. Oui, l'équilibre familial est très important. On n'a jamais loupé un repas le soir en famille avec les enfants. C'est très important. Les vacances, les permanences au niveau des week-ends, etc. C'est un équilibre de vie. Vous savez, dans ce métier, alors il y a plein de métiers hein, qui empiètent sur la vie familiale, mais particulièrement ce métier. Mais si on garde une portion, si le métier d'agriculteur n'empiète pas sur la vie de famille, la vie sociale, je suis engagé depuis 1995 dans la commune, dans le conseil municipal. J'ai des responsabilités professionnelles depuis toujours. J'ai voulu partager ces responsabilités professionnelles. Je veux dire, on arrive à trouver du temps et avec des objectifs que l'on se fixe aussi. Hein. Voilà, donc on arrive malgré les difficultés. Tout de suite, c'est des difficultés sanitaires, ça peut être des difficultés de revenus, de météo, etc. On arrive toujours à trouver de solutions et l'avantage que l'on peut peut-être avoir, c'est qu'on a 2 élevages, élevage ovin, élevage laitier. La crise de 2008, on l'a connue, on s'est rattrapé un peu sur les ovins et on a trouvé un équilibre pour s'en sortir. Mais voilà, on arrive à sortir en revenus tous les mois pour tous les associés. Et c'est cet équilibre sauvegardé qui
a donné l'envie à votre enfant de reprendre les rênes, ou en tout cas d'embrasser le métier? Oui, alors mon enfant, il a 33 ans. Ouais, il est petit encore. Ouais, c'est... Non, mais... Ça reste votre petit garçon. Non, mais oui, il est allé voir ailleurs. Il a fait des études agricoles, il est allé voir ailleurs. Maintenant, il a un vrai projet à lui, puisque lui, il veut faire des brebis laitières sur un secteur où il n'y a pas forcément un collecteur d'organisé. Donc Il a envie de travailler différemment. Et Voilà. vous l'accompagnez. Et on l'accompagne. On est là pour les parents, on est là pour accompagner ses enfants dans leur objectif de vie, quoi, en fait, hein, professionnel et de vie. C'est ça la clé, Bruno, pour justement bien installer les jeunes, comprendre leurs projets, en tout cas ne pas être dans le jugement, les encourager. C'est ce qui se passe chez vous, parce que je crois que aussi le fiston a oui. envie de travailler à la ferme. Il est installé, ça y est. Alors nous, c'est vraiment très familial puisqu'on est 3. Mon épouse, moi, et puis maintenant mon fils qui nous a rejoint il y a maintenant 2 ans. Il y a une chose par contre qu'il faut vraiment préciser sur un jeune, sur une installation de jeune, il ne faut pas le tromper. Il ne faut pas le duper. Il faut lui dire la vérité. Même si des fois elle peut être dure, il ne faut pas lui faire espérer monts et merveilles, mais il faut simplement l'amener sur la vérité, son chemin de vérité. Et là, on ouvre un potentiel d'atteindre un objectif qui est le sien. Parce que ça, c'est important. Tu l'as très bien dit tout de suite, chacun doit trouver sa place dans le GEC. Et donc, personne ne doit empiéter sur l'autre et tout le monde doit travailler ensemble. Mais n'empêche que quand on a un jeune, nous les anciens, j'ai envie de dire, on a un rôle un peu d'effacement, mais de surveillance. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et avec mon épouse, on le vit dans ce sens-là où on accompagne, on lui laisse prendre les décisions, mais on va intervenir dans la décision pour lui dire attention, on pèse le pour, le contre, on regarde les incidences qu'il peut y avoir. Parce que moi, j'ai remarqué, et ça, c'est l'association qui me l'a amené quand on intervient auprès des éleveurs, peu de personnes ont une vision à long terme, à court terme, voire moyen terme à peu près. À long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, c'est ce qui a surpris, et ton mot était très juste tout à l'heure, c'est quand on va chez des éleveurs, souvent on est appelé chez des éleveurs qui ont des difficultés. Et quand on vient, la première question qu'on leur pose, c'est pas quelle difficulté tu as, c'est quel est ton objectif de vie. Et là, c'est compliqué. Mais c'est ça qu'il faut toucher. C'est un métier passion, l'agriculture, l'élevage en particulier. Moi, je ne ferai rien d'autre que ce métier-là, mais l'objectif est important. Et l'objectif de vie, c'est la première question qu'on pose à nos éleveurs quand ils viennent nous voir au sein de l'association. C'est ce que vous faites également dans votre programme de formation Innovant, l'aide à l'installation des jeunes. Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces jeunes? Alors, le programme Innovant, c'est un programme interprofessionnel, c'est-à-dire que c'est toute la filière entière qui accompagne notamment la recherche de nouveaux installés, de nouveaux éleveurs, puisqu'on a besoin de tout le monde, issu du monde agricole ou pas. On a besoin vraiment de remplacer une génération que nous, on est en train on va laisser les cordes les clés du métier d'éleveur ovin aux générations futures. Et on a besoin, donc on les accompagne dans ce programme Innovant en termes techniques, en termes économiques, etc. Et on essaye, par ce programme, de faire la promotion de ce métier d'éleveur ovin que l'on peut transmettre aux générations futures. C'est aussi la transmission, une affaire de connaissances, Bruno, et c'est pourquoi avec Éleveurs Autrement, vous avez sorti toute une méthodologie pour effectivement une réappropriation, je dirais, de toutes les clés, de tous les postes à la ferme, afin d'autonomiser au maximum les éleveurs. Une méthodologie, un travail qui a été fait en lien étroit avec l'INRAE, donc avec l'appui de la science. Vous nous avez amené cet ouvrage qui s'appelle Prairial. Ah, montrez-le-moi. Alors, Prairial, c'est ce petit livre que l'on a là. Petit. Oui, il fait 300 et quelques pages. Faites voir. Pardon. Et en fait, ce travail-là, c'est le premier d'une série de 3 livres qui va arriver. Le deuxième arrive au mois de janvier. Donc, comme son nom l'indique, Prairial, c'est un livre qui est basé sur le végétal, et en particulier la prairie. Et en fait, là, on explique à tous les éleveurs la méthodologie à avoir pour comprendre le fonctionnement de leur prairie uniquement par l'observation. Et donc, ce qu'on a voulu faire ressortir dans ce premier tome-là, c'est dire, voilà, le travail qu'on fait aujourd'hui, jusqu'à temps, n'était pas reconnu par la science. Et ça, c'est un problème.
parce que l'enseignement agricole, par exemple, se refuse d'aller dans des méthodes dites alternatives parce que la recherche, à aucun moment, n'a fondé la réalité de ces choses-là. Nous, on a fait l'inverse. On a travaillé avec la recherche, donc avec le centre de l'INRAE de Clermont-Ferrand, avec lequel on a fait tout un tas de recherches. On est à notre 9e article scientifique qui démontre que ce qu'on fait fonctionne, et on l'a mis en page dans ce premier livre. Donc on donne les clés à l'éleveur pour faire un diagnostic de prairie. Est basé uniquement sur l'observation. Aujourd'hui, un éleveur, quand il a une problématique sur sa prairie, on va faire une analyse de sol, il va payer son analyse de sol, et on sait que les 3/4 à peu près des agriculteurs aujourd'hui ne sont pas capables, entre guillemets, de comprendre la totalité de l'analyse. Mais la comprendre, c'est une chose, mais expliquer pourquoi on en est arrivé là, l'analyse ne le dit pas. Et là, très peu de techniciens aujourd'hui peuvent vous amener ce conseil-là sur la ferme. Ça sous-entend de la dépendance. Complètement. Donc derrière, ça veut dire que si par exemple on a énormément de matière organique dans notre sol, on va nous expliquer qu'il faut choler le terrain pour faire manger cette matière organique, donc acheter un intrant supplémentaire, l'écarter, consommer du gasoil, etc. Alors que nous, non. On va te dire à l'éleveur, écoute, si tu as de la matière organique parce que tu l'observes et tu l'as vu, si tu travailles différemment sur ta prairie, ta matière organique, elle va partir d'elle-même, elle va être consommée par la prairie, et donc à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'intrants. Et ça fonctionne. Et on sait qu'aujourd'hui, on a tout un tas de prairies, et c'est souvent des revendications qu'on a chaque année qu'on entend au sommet de l'élevage par rapport aux campagnols terrestres. Aujourd'hui, on a fait la preuve avec l'INRA que si on a du campagnol terrestre sur nos champs, c'est parce qu'on a mis des pratiques. C'est qu'il y a une anomalie. Complètement. C'est la pathologie de la prairie. En fait, on a créé une pathologie. Par le système d'exploitation de la prairie, on crée une pathologie, et le remède à cette pathologie ou le symptôme de cette pathologie, c'est le campagnol terrestre. Il y en a des campagnols chez vous? Non. Et chez vous? Non, mais c'est très intéressant et on a beaucoup à apprendre. Ça concerne aussi le milieu animal, hein, des observations. Enfin, je ne sais pas si je dois le dire, mais le Opsalim, c'est observer ces animaux pour pouvoir corriger la ration alimentaire. Mais c'est exactement ce que vous faites aussi, parce qu'à partir du sol, on va avoir un état des lieux finalement aussi du troupeau. Oui. Ben, en fait, il faut raisonner la ferme dans son ensemble, dans sa globalité. En fait, on a 3 points forts sur la ferme qui sont le végétal, l'animal, l'humain. Voilà. Et ces 3 doivent travailler complètement en symbiose. Alors, le premier tome qu'on a fait, c'est Prairial. Le deuxième sur lequel on est en train de travailler, on est en relecture. On pense faire une édition début d'année, janvier-février, qui lui va s'appeler Ruminal, qui est la même chose, c'est de faire un diagnostic de ferme sur les animaux uniquement basé sur l'observation. C'est-à-dire qu'en moins de 10 minutes, l'éleveur est capable de dire sur sa ferme ce qui va, ce qui ne va pas. Et ces deux livres, en tout cas, quand ils seront en commun chez l'éleveur et qu'il aura lu les deux, il sera capable de faire les liens et les ponts, c'est-à-dire de la problématique de ma vache, je l'ai compris parce que j'ai ma problématique sur ma prairie qui est identique. Il va s'apercevoir que les 2 problématiques sont identiques. Si j'ai du campagnol dans mes champs, j'ai des problèmes sur mes vaches au niveau parasitaire, par exemple, ou FCO. Voilà des clés et toute une méthodologie pour reprendre les rênes de sa ferme et pour sortir d'un système de dépendance. Petite question, puisque nous l'avons appris il n'y a pas longtemps, en tout cas vous l'avez appris il y a peu, Bruno, parfois les transmissions de grosses exploitations, c'est lourd, c'est difficile. Vous avez appris que le Crédit Agricole expérimentait l'achat de parts dans une ferme du Morbihan. Qu'est-ce que ça vous évoque brièvement? Alors, je suis encore en train de trotter dans ma tête parce que j'essaie de voir les tenants, les aboutissants, tout ça, mais aujourd'hui on se retrouve avec des exploitations, on appelle ça comme ça, c'est plus des fermes, c'est des exploitations avec un capital important, des structures qui sont presque irreprenables par un grand nombre de jeunes, de leurs parents, parce qu'il y a les problèmes de succession, de capital, et donc pour pallier à ça, il y a des entreprises, alors il n'y a pas que des banques, il y a aussi des entreprises privées maintenant qui investissent dans le capital pour permettre à des jeunes de pouvoir s'installer et donc de racheter une partie du capital et donc d'exploiter. Alors le plus, le moins? Alors le plus, c'est que j'ai envie de dire, il y a des jeunes qui vont peut-être pouvoir s'installer par ce biais-là. Le moins, c'est qu'on est en train de capitaliser la structure agricole par des entreprises extérieures. Et ça me rappelle, alors je commence à être vieux quand on dit ça, mais ça me rappelle un peu ce qui se passait à l'époque en Russie, où quand il y avait les kolkhozes, en fait, où on revient un peu à une méthode féodale. Voilà. Donc je suis un petit peu partagé. J'essaie de voir un petit peu si aujourd'hui la problématique de l'élevage, elle est plus pour moi sur une problématique où on est incapable
au niveau gouvernemental de se projeter sur une agriculture à même 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Il y a pas moins de 10 ans, nous, on fait des formations où on demande, enfin, où on explique aux agriculteurs qu'ils n'ont plus besoin de passer par des produits phyto. Et donc, on les a formés sur leur prairies, leurs céréales là-dessus. Mais on s'est aperçu que suite aux manifestations qu'il y a eu en début d'année, le plan éco-phyto a été suspendu, qu'aujourd'hui, on retrouve des formations sur l'utilisation du glyphosate qui avait complètement été abandonné. Donc, il y a un rétropédalage qui s'est fait et qui est en train de se faire. Et là, qui me pose vraiment question. Alors, on va terminer sur une note positive en une phrase, s'il vous plaît. Quel serait votre rêve d'avenir pour la nouvelle génération? En tout cas, quelles seraient les clés à transmettre? Soyez, s'il vous plaît, Claude, inspirationnel et en une phrase. Alors, laisser libre l'esprit d'entreprendre. Par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, je suis complètement opposé. C'est-à-dire qu'il faut laisser libre d'entreprendre, même aux nouvelles générations. Les investisseurs, ils doivent accompagner l'installation, mais laissez-nous travailler et faire ce qu'on sait faire. Chacun à sa place, la liberté d'entreprendre. Bruno, qu'est-ce qu'on pourrait transmettre? Quelles sont les clés d'avenir pour la nouvelle génération? Moi, c'est très simple. Si tous les éleveurs vivaient ce que je vis aujourd'hui, je vous garantis qu'il n'y aurait personne dans la rue pour manifester au niveau agricole. Et regardez-moi ce sourire. Merci, merci Claude, merci Bruno, merci à tous les deux. Je rappelle, Bruno, que vous sortez bientôt le deuxième volet, après Prairial Ruminal, en référence à Germinal, le livre d'Émile Zola qui avait un petit peu secoué son époque. Espérons que vous allez vous aussi donner un coup de pied dans la fourmilière, en tout cas en faisant bouger ce qui doit l'être. Merci à vous qui nous avez regardés, suivis. C'était Horizon Vert en direct du sommet de l'élevage 2024 à Cournon d'Auvergne.